Bien, merci à nouveau d'être avec nous. Second temps d'échange collectif pour conclure cette journée, cette 10e édition des rencontres de la santé à domicile. Temps d'échange collectif autour de ce sujet du virage ambulatoire de notre système de santé. Quels sont finalement les enjeux pour les prestataires de santé à domicile? On en parle donc avec nos invités. À ma droite, le sénateur Alain Milon. Merci d'être avec nous, monsieur le sénateur du Vaucluse. On en parlera dans un instant, auteur d'une proposition de loi sur les prestataires de santé à domicile. Et vous nous... Proposition de loi. Et j'ai dit projet, et autant pour moi. On n'en est pas encore au projet. En tout cas, la proposition est bien là et on espère qu'elle se traduira en projet, effectivement. À vos côtés, Daniel Guillaume, président de la Fédération nationale des infirmiers. Merci d'être avec nous. Et Marc Bourquin également est à vos côtés. Merci d'être là, conseiller stratégie de la FHF. Et à ma gauche, sans y voir, encore une fois, une lecture politique des choses. On m'a demandé de le préciser. Monsieur le député, merci d'être avec nous. Jean-Carl Grelier, député Renaissance de la Sarthe. À vos côtés, nous sommes avec Jean-Pierre Thierry Seder, Medical Advisor pour France Asso Santé. Merci d'être avec nous. Et notre président de la FEDEPSA, Louis Champion, est resté avec nous pour échanger. Merci à vous six. Alors, monsieur le président Champion, peut-être pour démarrer, un mot d'introduction. On a évoqué dans vos échanges précédents avec Agnès Firmin-Lebaudot, cette nécessité pour une partie des Français, puisque c'est une demande effectivement d'être le plus possible, y compris, là on le disait à l'époque, il y a quelques minutes dans le cadre des soins palliatifs, mais c'est effectivement le cas pour d'autres sujets, le plus possible à domicile. De quel œil finalement vous, avec votre casquette de président de la Fédération des prestataires de santé à domicile, vous regardez finalement ce virage domiciliaire, ambulatoire, annoncé et entamé largement? Ouais, j'aime bien ce genre de questions parce que, mais je vais faire synthétique. J'ai fait large. Ouais. Alors le virage domiciliaire, en fait, c'est-à-dire la prise en charge des patients et des patients chroniques chez eux, c'est une réalité qui est largement amorcée. C'est-à-dire qu'en réalité, on a quoi, environ 4 millions de patients qui sont pris en charge à domicile. Pour une bonne part d'entre eux, les prestataires de santé à domicile permettent aux professionnels du domicile, soignants du domicile, et je me tourne vers Daniel, c'est-à-dire les IDEL et ainsi de suite, de travailler. Donc en fait, en réalité, on permet des interventions au domicile. L'autre chiffre qui est frappant, c'est-à-dire on parle de 4 millions, c'est les chiffres, c'est les évolutions en termes de nombre de patients, hein. On est sur des prestations qui sont purement du domicile, comme les prestations de perfusion par exemple, de virage. On est à des taux de croissance d'environ 14%. Donc la particularité de ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent finalement, ils nous disent plusieurs choses. La première, c'est que le domicile, ça marche, que profession du libéral à domicile, ça marche, que c'est une réponse aux déserts médicaux. C'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble du territoire. Ça nous dit aussi que c'est un mouvement qui est assez irréversible. C'est-à-dire quand vous avez une telle poussée, c'est quand même un mouvement irréversible. Il y a aussi un autre point que je voudrais ajouter, c'est que vous n'en entendez jamais parler. C'est ce que j'ai dit ce matin, je le répète, c'est l'histoire des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire un train qui arrive à l'heure, finalement, les passagers du train, ils sont contents, ils n'ont rien à dire, quoi. Vos trains, vous avez fait bon voyage? Oui, le train était à l'heure, quoi. Si vous étiez resté 2 heures sous la pluie, enfermé sous le tunnel du Mont Blanc, vous auriez un ressentiment, vous parleriez. Là, vous dites rien parce que les choses marchent, en fait. C'est un système qui marche. L'autre point qu'il faut souligner, c'est un système qui est fragile. C'est-à-dire que, évidemment, il y a tout le problème de l'équilibre économique, et on le voit sur certaines activités comme le diabète. C'est-à-dire que très clairement, sur l'activité de diabète et des pompes, d'accord, qui sont une révolution technologique, c'est une véritable rupture. On est mis dans une situation où les PSAD sont sur le point d'arrêter parce que économiquement ils ne peuvent plus le faire. Enfin, vous voyez, on a quand même ce sujet-là. Le troisième point, je ne vais pas aller forcément plus loin, c'est que
on est dans une médecine qui se territorialise, donc il y a quand même une nécessité de statut, de reconnaissance. On ne peut pas demander aux ARS, et je ne porte pas un jugement de valeur, je ne dis ni c'est bien ni c'est mal. D'ailleurs, je dis on demande une gestion de la santé territorialisée. Les acteurs qui sont nationaux et qui travaillent avec des instances, enfin je me tourne une fois de plus vers Daniel, on se travaille avec tous les infirmiers, évidemment, on est co-substantiels l'un de l'autre, il faut qu'on ait une reconnaissance. Donc évidemment, cette proposition de loi, elle va dans ce sens-là, elle nous permet de nous inscrire dans l'évolution d'une santé moderne. Donc c'est ces sujets-là et que je pense qu'il faut aborder. Et le dernier point, c'est-à-dire qu'il y a une manière assez certaine de ne jamais atteindre son objectif, c'est de ne pas avoir d'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, évidemment, vous êtes très certain de ne pas en avoir. Donc, alors, il y a un sujet qui est très particulier, c'est que c'est les dépenses de santé. Donc, Monsieur Carlier, on en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est que vous voulez une régulation de la dépense de santé, tout le monde le comprend bien. D'accord ? Si vous n'avez pas d'objectif, la seule manière de faire, c'est donner des coups de rabot. Quand vous donnez des coups de rabot, qu'est-ce que vous faites ? Vous désincentivez les acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se retirer graduellement. Est-ce que c'est si compliqué de ça, d'avoir une planification à 3 ans ? Enfin, c'est simplement du bon sens. Si je me donne une planification à 3 ans, forcément, je vais devoir dire où je veux être dans 3 ans. Et donc, je me fixe un objectif que je vais atteindre, parce que, mine de rien, j'envoie personne sur la Lune. C'est pas très compliqué, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on a cette situation qui est un peu bizarre, avec une administration dont il faut bien reconnaître. Alors, je ne connais pas la cause et ainsi de suite, je ne vais pas rentrer là-dedans, et je ne porte pas de jugement sur les personnes, mais qui ne fait rien. En fait, depuis 1 an, de notre fenêtre à nous, il ne se fait rien. Donc, c'est quand même un constat qui est assez violent. Voilà ce que je ne sais pas si je vous ai fait une introduction, j'essaie de faire court. C'était votre introduction et à ce titre-là, nous l'avons écouté religieusement comme effectivement vous l'avez noté. Mais merci pour ces éléments parce qu'on va effectivement débattre d'un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, cette introduction ensemble. On va peut-être faire un premier tour de table effectivement sur vos enjeux respectifs, j'allais dire, vu de votre fenêtre, comme vous le précisiez effectivement, en matière d'organisation du système de santé futur. Et puis ensuite, on essaiera aussi, autant que faire se peut, trouver quelques solutions, des solutions d'un point de vue législatif, notamment sur un point de vue du financement. On parlera de l'hôpital notamment et du rôle de l'articulation effectivement entre les prestataires de santé à domicile et l'hôpital. On va donc démarrer peut-être par ce premier temps d'échange autour des enjeux du système de santé, de votre perception de ce point de vue. On va peut-être démarrer avec Daniel Guilherme. Les enjeux en matière de virage domiciliaire, lesquels sont-ils, j'allais dire, aujourd'hui pour vous, Fédération nationale des infirmiers, et j'allais dire de quelle manière finalement vous vous retrouvez avec ce qui vient d'être dit à l'instant par le président ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Louis, merci beaucoup. Je crois qu'il faut inscrire tout ce qu'on va dire dans une transition qui est une transition épidémiologique. C'est-à-dire qu'on a en fait une croissance naturelle de la population qui doit être de l'ordre de 0,4% à peu près par an, avec une population qui vieillit et donc une chronicisation en fait de ces patients avec un tsunami qui nous arrive dessus. Donc il faut avoir cet élément-là en tête. Et les enjeux en fait aujourd'hui sont là. C'est-à-dire qu'on a un système hospitalier qui n'absorbera pas tout, on a un système de structure qui n'absorbera pas tout. La stratégie nationale de santé, depuis des années, a parlé de virage ambulatoire. On a changé de postulat, mais j'ai quelques doutes et je vous dirai pourquoi. On va vers un postulat d'approche domiciliaire. Maintenant, le sentiment qu'on a, nous, vu de notre fenêtre, c'est qu'on est en permanence dans une injonction paradoxale. Je m'explique, c'est qu'on nous dit effectivement qu'il va y avoir de plus en plus de prise en charge à domicile, mais avec des moyens qui ont des difficultés à suivre. Et on ne pourra pas, à moyen constant, absorber, en tout cas, ce qui nous est promis. Donc il va falloir, à un moment donné, opérer des choix et faire en sorte que les acteurs qui seront responsables de ce maintien à domicile soient pourvus de suffisamment de ressources, tant humaines que financières. Donc, voilà, on est aujourd'hui, nous en tout cas, enferrés avec l'assurance maladie dans ce qu'on appelle un deal prix-volume. C'est-à-dire qu'on nous dit on ne peut pas vous augmenter la valeur de vos actes parce que les volumes augmentent. Donc on a un ONDAM qui est fixé chaque année par le Parlement. Et aujourd'hui, très clairement,
on a un blocage, nous, par exemple, de notre lettre clé AMI depuis 2009. Et à chaque fois qu'on négocie avec l'assurance maladie pour sortir de ce deal prix-volume et de ce blocage de lettres clés, on nous oppose des volumes. Donc, il va falloir faire des choix, et des choix sociétaux à un moment donné. C'est est-ce qu'on y va franchement, ou est-ce qu'effectivement on laisse les rubans flotter? Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que les rubans flottent un peu. Les rubans flottent un peu, et j'en veux pour meilleure preuve les demandes qu'on a, nous, depuis longtemps, sur notamment le grand âge. On demande une loi de programmation sur le grand âge. On apprend cette semaine, par exemple, que cette loi programmatique n'a pas été transmise au Conseil d'État par le secrétariat général du gouvernement. Donc, on ne va pas faire de procès d'intention. Est-ce que c'est une erreur? Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, ça puisse être une erreur. Je pense qu'il n'y avait pas une vraie volonté, en tout cas, d'avoir une loi programmatique sur la prise en charge du grand âge. Or, aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous, au-delà des prises en charge pointues, intercurrentes qu'on peut avoir, l'enjeu, en tout cas au niveau de notre profession, c'est le maintien à domicile, et notamment le maintien à domicile des personnes âgées et fragiles. Jean-Pierre Thierry, vu de la fenêtre des patients, France Asso Santé, finalement, quelles sont j'allais dire les revendications, effectivement, les associations que vous représentez en matière d'enjeux sur ce virage ambulatoire domiciliaire. Et puis finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le consensus, puisqu'on va un petit peu en parler aussi, pour favoriser le domicile, est-ce qu'il est partagé aujourd'hui par tous les patients que vous représentez? C'est pas la peine d'appuyer, donc ça va. Merci beaucoup. Vous parlez quand vous voulez. Merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être clair. Alors, moi, à la fin de mes études de médecine, on parlait d'alternatives à l'hospitalisation. Aujourd'hui, vous parlez de virage domiciliaire. Donc, on est sur une tendance lourde, amortie il y a une quarantaine d'années, pour une des raisons que vous aviez rappelées, je crois, les infections nosocomiales. Mais c'est une des 4 raisons. Enfin, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un progrès technologique vraiment important, qui continue d'ailleurs. Moi, j'ai un fils qui est spécialisé dans la réhabilitation accélérée en chirurgie, pour la chirurgie hépatique, bon, par exemple. Ça n'existait pas de mon temps. Je suis un peu soufflé de savoir ce qu'ils peuvent faire, notamment opérer le foie de ce qu'on considérait comme une chirurgie lourde et puis sortir dans la journée même. Bon. Donc il y a eu toutes ces tendances. À France Asso Santé, on raisonne sur les aspects horizontaux. Donc je ne vais surtout pas remplacer mon ami Jean-François Thébault. Donc chaque association qui constitue le collectif est vraiment bien placée pour porter la parole, notamment sur les progrès que peuvent apporter les technologies et les services que vous représentez ici. D'un point de vue général, niveau horizontal, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que nous, on est à peu près convaincus que les arbitrages qui vont être pris dans les années qui viennent vont être difficiles, voire violents. Par exemple, je des références, j'en parlais à un ami, je prends un article qui est sorti le 21 mai 2024 dans Le Monde, à 6h15, c'est très précis, modifié à 20h42, et le titre c'est « Aide à domicile, un secteur à bout, miné par le sous-financement, la précarité des emplois et les pénuries de personnel ». Bon. J'attirais l'attention sur le fait qu'on ne peut pas avoir un service excellent soutenu par une technologie moderne et en même temps intervenir dans un domicile où une partie des soins ou une partie des prestations ne seront pas assurées par d'autres prestataires. Pourquoi je dis que ça risque d'être violent ? Pour les raisons démographiques que vous avez rappelées, on ne va pas y revenir, mais enfin quand on regarde ce qui va se produire dans les années qui viennent, on voit que la demande va être considérable et que les enjeux sont considérables et on parle bien de défis. Voilà. Alors ça m'amène à la deuxième partie, c'est que les arbitrages, ils sont violents si on continue à raisonner par enveloppe, par verticaux, par silos. Et si chaque corporation, parce que souvent c'est des corporations, va se battre auprès d'un seul décideur, c'est-à-dire l'État extrêmement centralisé en France, même si les inégalités régionales demeurent malgré tout, pour essayer de dériver d'une enveloppe globale, qui s'appelle l'ONIAM ou autre chose, de quoi poursuivre son activité, ce qui est tout à fait normal, voire de la développer. Donc ces arbitrages, ils vont être rendus extrêmement difficiles, en réalité. Ne rêvons pas. Je peux vous parler aussi de l'envolée des dépenses pharmaceutiques, par exemple. Il y a un rapport de la Cour des comptes sur les médicaments anticancéreux qui montre que sur la tendance actuelle, en 2028, la dépense sur la liste en sus des médicaments anticancéreux, c'est 7 milliards.
Je rappelle, c'est à peu près 80% des dépenses salariales des médecins. Vous voyez, donc, ça a doublé quasiment depuis 2018. Donc cette pression, elle va s'accentuer. Elle est en grande partie liée à la technologie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des démonstrations claires du coût-efficacité des services que vous allez proposer, avec des indicateurs, pas seulement d'expérience patient, qui sont indispensables, mais aussi, ça a été cité, des PROM, par exemple. C'est-à-dire des indicateurs qui soient pertinents à la fois pour les patients que vous servez et pour les institutions qui sont capables d'arbitrer avec des éléments qui ne sont pas seulement la revendication ou la menace de grève. Bon. Le deuxième volet, je ne vais pas être trop long, c'est qui va coordonner? Qui va coordonner? Si on reste en silo en France, on risque malheureusement d'être là aussi confronté à des arbitrages violents et surtout à une inefficience croissante parce qu'il nous faut des chefs d'orchestre. Et les chefs d'orchestre, ça peut être vous, mais pas tout seul. Il y a d'autres intervenants à domicile, ils sont représentés ici, il peut y en avoir d'autres demain. Et il y a surtout, nous, ce qu'on recherche, c'est une défragmentation de l'offre de soins à l'hôpital et la ville, la défragmentation, et ça va vers une modification qui est envisagée par l'assurance maladie, qui est encore un peu trop timide, de sortir par exemple du paiement à l'acte, d'aller vers la forfaitisation, d'aller vers la territorialisation des prises en charge, donc par exemple des capitations. Donc tout ça, pour terminer là-dessus, c'est engagé dans pas mal de pays. On s'est servi de l'Angleterre comme contre-exemple. Ça peut en être un dans certains domaines. Ils ont une qualité, ils sont extrêmement transparents au niveau des indicateurs, nous beaucoup moins. Par contre, quand est-ce qu'on se compare aux pays du Nord et notamment à la Hollande, qui a expérimenté des modèles coopératifs en ville qui aujourd'hui peuvent servir de référence? Marc Bourquin, même question quand on parle du virage ambulatoire, du virage domiciliaire. Bien sûr que l'hôpital est concerné et naturellement au premier plan. Aujourd'hui, finalement, quels enjeux on peut avoir, non pas finalement sur la manière de passer ce virage, puisque finalement il est, on l'a expliqué, relativement entamé, mais finalement dans la coordination peut-être avec notamment les prestataires de santé à domicile, tous les acteurs de soins du domicile. Comment est-ce que vous regardez, vous, aujourd'hui, ce sujet vu de l'hôpital ? Oui, bonjour et merci de votre invitation. Oui, enfin, je pense qu'effectivement, on est devant des contraintes. Alors, je ne sais pas si le virage est engagé, si on est au début du virage, au milieu du virage. Ce que je pense, par contre, c'est qu'on a une tendance naturelle, évidemment, mais ça a été évoqué pour des raisons démographiques, épidémiologiques, à une croissance de la dépense de santé. Et en réalité, je partage ce qui vient d'être dit. Le niveau de dépenses de santé pris en charge par la collectivité, à un niveau presque sans équivalent au monde, même si c'est de manière duale entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, avec des coûts d'intermédiation qui sont considérables, on n'ira pas au-delà, en réalité. Je veux dire, si on demande aux Français, est-ce que vous voulez qu'on augmente les prélèvements, etc., bon. Donc, il va falloir, en gros, faire avec la petite croissance de la richesse nationale qu'on aura chaque année. C'est une réalité qui est là, qui s'impose à nous. Donc, ça veut dire que comme les besoins augmentent plus vite que les moyens, il faut gagner en efficacité. Et là, il y a très probablement... Alors, c'est un truisme, ce que je vais dire, mais en général, on s'arrête au constat. Il faut favoriser la prévention. Mais il faut se poser la question. Pourquoi, dans notre système de soins, finalement, la prévention ne rapporte pas, elle coûte. Et donc, il faut inverser les données du problème. Il faut que la prévention devienne, alors rentable, je ne sais pas, en tout cas, il faut la valoriser, y compris de manière financière. Aujourd'hui, un acteur qui fait de la prévention, il est assez peu rémunéré, voire même parfois, je ne dévoile pas, mais on pourrait démontrer, ça peut avoir des conséquences financières négatives. Et puis aussi, il faut peut-être, et là aussi il y a des exemples étrangers, il faut peut-être aussi que nos concitoyens aient une certaine incitation à la prévention. Ça, c'est la condition sine qua non. Je donne juste, ça a été évoqué récemment dans la presse avec l'Observatoire européen du cancer, on reste avec des taux de survie à 5 ans qui sont meilleurs que les autres pays d'Europe. Donc, l'effondrement du système de santé, il n'existe que dans certains médias. Il n'y a pas d'effondrement du système de santé jusqu'à nouvel ordre, puisqu'on a des taux de survie qui sont meilleurs. Par contre, la prévalence de ces cancers, elle est nettement supérieure, parfois 60% supérieure à la moyenne européenne pour ceux qui sont liés au tabac, par exemple.
Donc on voit bien que là, il y a des décisions à prendre dont certaines ne sont pas internes au système de santé. Si on prend des décisions sur la nutrition, sur les produits addictifs, etc., ce n'est pas directement le système de santé. Mais on sait que taxer certaines addictions, par exemple, certains produits néfastes, ça a le double avantage d'amener de la ressource. Alors là, pour le coup, ça amènerait quelques ressources tout de suite et de limiter à terme la dépense de santé. Donc je pense que ça, c'est des aspects qui sont essentiels. Deuxièmement, mais ça a été dit, je sais qu'il faut que j'aille vite, il y a effectivement 2 pluriannualités à construire, à la fois sur le volet sanitaire et sur le volet médico-social. Et dans les 2 cas, on peut regretter qu'il n'y ait pas aujourd'hui une volonté politique d'avancer. Et c'est vrai, et vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au mois de décembre, on a une première ministre qui dit en 2024, il y aura une loi de programmation sur le grand âge. La parole publique, ça a quand même du sens. Et là, on n'avance plus sur ce sujet, alors que la réalité du tsunami, je ne sais pas s'il faut parler de tsunami, mais en tout cas de la croissance exponentielle des besoins, et là, c'est la politique de l'autruche n'est pas une bonne chose. Et alors, pourquoi c'est pas une bonne chose ? Parce que on sait pourquoi on n'a pas avancé sur ces sujets. Parce que au sommet de l'État, on dit ça va coûter, et donc on ne fait pas. C'est un très mauvais calcul, parce que le secteur sanitaire sera demain débordé par l'absence d'accompagnement des personnes âgées. Et on a des outils, le Parlement a adopté la loi Bien vieillir avec la généralisation de l'outil ICOP, de dépistage des fragilités, il faut le mettre en œuvre. Et puis très vite, vous dire quand même que l'hôpital... voilà, le thème de l'hospitalo-centrisme, il est souvent rebattu. Il faut quand même dire que l'hôpital, ça fait longtemps que ce n'est pas simplement des murs, c'est aussi l'hospitalisation à domicile, c'est aussi le développement de l'ambulatoire. Et de la même manière, il faut aller plus loin, et de la même manière, l'avenir des EHPAD, ce n'est pas simplement l'hébergement médicalisé, c'est de s'ouvrir sur l'extérieur et d'être une plateforme de service. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Effectivement, peut-être. Mais le sujet que vous avez évoqué sur le sujet des dépenses de santé, mais également, comme le disait le président Guillerme, des maladies chroniques, le sujet de l'inéquité, je vais y arriver, territoriale, notamment en matière d'accès aux soins, effectivement, tout ça révèle un certain nombre de besoins, comme vous l'avez souligné. Et donc, c'est peut-être finalement aussi, j'allais dire, l'objet de votre proposition de loi, monsieur le sénateur, sur les prestataires de santé à domicile. Est-ce que, quand on dépose, et vous allez effectivement nous l'expliciter dans quelques secondes, une proposition de loi qui vise à clarifier, identifier davantage le rôle de ces prestataires de santé à domicile dans le système de soins, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que l'objectif que vous poursuivez à travers ça, c'est notamment de répondre à ces quelques problématiques soulevées par l'ensemble de nos invités ? J'aimerais d'abord revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites avant que vous me posiez cette question, parce que c'est absolument considérable. Et puis, il y a quelques contre-vérités qui ont pu être dites. Je reviens sur ce qu'a dit mon voisin en ce qui concerne l'ONDAM. L'ONDAM, ce n'est pas le Parlement qui le fixe. C'est le gouvernement, c'est Bercy. Et le Parlement ne fait que travailler à l'intérieur de l'ONDAM. Il ne peut pas modifier le taux fixe de l'ONDAM. Il ne peut modifier qu'à l'intérieur de l'ONDAM, à condition en plus de ne pas entraîner de dépenses supplémentaires. Sinon, il est touché par l'article 40 de la Constitution et c'est terminé. Ce qu'on veut faire est éliminé d'office. Donc c'est important, je crois que pour les acteurs de santé que vous êtes, de savoir que l'ONDAM, moi personnellement, quand je présidais la commission d'affaires sociales au Sénat, j'avais demandé à ce qu'on me fasse un rapport sur ce que j'avais appelé à l'époque la dictature de l'ONDAM. Parce qu'en fait, l'ONDAM est fixé par Bercy et on ne peut pas bouger. Du temps de... Quand la HPST a été mise en place, quand l'ONDAM a été mise en place donc par Alain Juppé, les taux d'ONDAM évoluaient entre 4, 5 et 6% par an. Après, du temps de Sarkozy au moment de HPST, ils ont été diminués à 2,7. Du temps de M. Hollande et de Marisol Touraine, ils étaient à 1,7. Ils sont remontés ensuite du temps de M. Macron et avec Mme Buzyn à 2,2, 2,3. Et quand on dit 6, 4, 2, 1, ça ne veut rien dire. Mais quand on regarde ce que c'est, l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est-à-dire que quand on autorise, par exemple, 4%
4% d'augmentation des dépenses d'assurance maladie, on autorise 8 milliards de dépenses supplémentaires. Et les 8 milliards de dépenses supplémentaires doivent être évidemment compensés par 8 milliards de recettes qu'on n'a pas. C'est tout le problème. Et c'est pour cela que, généralement, je ne cherche pas à défendre qui que ce soit ici, généralement, les Ondarmes sont inférieurs à ce qui est nécessaire. On estime que nécessairement, pour justement lutter, aller plutôt dans le sens des populations malades, aller dans le sens des traitements innovants, en particulier au niveau du cancer ou autre, il faudrait un Ondam à 4. Le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale 2023, pour la sécurité sociale, c'est 260 milliards. Si demain, dans le PLFSS, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, on autorise 4%, on autorise une augmentation de 4% sur 250 milliards. C'est-à-dire près de 9 milliards de dépenses supplémentaires. Il faut les trouver. Et c'est là où je rejoins Jean-Marc Bourquin, c'est complètement impossible de dire aux Françaises et aux Français, mesdames, messieurs, pour vous soigner convenablement, il nous faut 8 milliards de plus, et ces 8 milliards, on va vous les prendre dans la poche, ou dans les cotisations, ou par la CSG, ou par la taxation. Et pour revenir sur ce que disait Bourquin en ce qui concerne la taxation, on est en train au Sénat de faire une étude sur la taxation, et tu as assisté à une de ces études. On se tutoie parce qu'on fait partie de la même fédération, et ça fait des années qu'on se connaît. Les taxations sur le tabac n'ont pas entraîné de diminution du nombre de fumeurs. Absolument pas. Est-ce qu'on doit continuer de taxer de la même façon? La question se pose. La taxation sur le sucre n'entraîne pas de diminution de consommation du sucre, etc., etc. Donc, c'est des sujets financiers extrêmement importants pour l'avenir de la santé en France, et sont des sujets de santé publique. Alors, sur l'EPSAD, et restons sur l'EPSAD pour pas trop s'égarer, puisque le temps tourne également un peu. Oui, mais je crois que, en fait, pour obtenir une santé publique convenable, pour obtenir comme il est demandé, que les praticiens, quels qu'ils soient, puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, il faut évidemment d'abord leur donner les conditions pour travailler convenablement, et ensuite faire en sorte que les revenus soient efficaces, c'est ce que disait un petit peu Bourquin. Donc c'est quand même une affaire de financement, d'abord à mes yeux. Tout le temps qu'on n'aura pas réglé le problème de financement, on n'aura pas réglé le problème de la santé en France. Pour ce qui est d'EPSAD, j'ai beaucoup travaillé donc, avec le président et avec Madame Duvauchel sur l'EPSAD, et nous avons convenu qu'il était nécessaire de définir un statut pour les prestataires de santé à domicile. Et donc nous avons travaillé ensemble sur la définition de ce statut. Je l'ai fait sous forme de proposition de loi. On l'avait d'abord fait en faisant des amendements sur les différents projets de loi de financement de la sécurité sociale 2022 et 2023. Et on a été retoqué systématiquement par l'article 40, puisqu'on crée un système différent. Donc on a décidé de le faire sous forme de proposition de loi. Ce n'est pas encore passé au niveau du Sénat. Je pense qu'on arrivera à le faire d'ici l'automne, et je compte sur mon ami Grelier ensuite pour le reprendre et le défendre au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quoi les objectifs, d'une certaine manière, dans la création de ce statut? Parce qu'effectivement, c'est ce qui est fondamental, et c'est l'article 1, je crois, de votre proposition de loi qui définit, qui crée effectivement ce statut. Quel est l'objectif, d'une certaine manière, en définissant finalement ce qu'est un prestataire de santé à domicile, et en donnant un statut particulier? L'objectif premier, c'est de faire en sorte que ceux qui seront chargés, en accord avec les médecins hospitaliers, en accord avec les médecins traitants, de faire une suite de soins à domicile, soit eux sous forme de statut, avec des personnels qui sont reconnus, et eux-mêmes reconnus par le ministère de la Santé, par les ARS et par les caisses primaires d'assurance maladie, afin qu'il n'y ait plus de désordre d'abord dans cette profession, et afin que cette profession ayant ses propres statuts puisse travailler convenablement avec les médecins, et ne plus avoir... Je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher, mais je préside la Fédération hospitalière de France pour la région PACA, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon. Et les directeurs d'hôpitaux me disent tous régulièrement, il y en a marre de voir des gens frapper à la porte
des patients en leur disant « nous sommes là, nous pouvons travailler avec vous ». Ce qu'on veut, c'est que ces professions aient un statut. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse s'adresser à elles sous forme de profession à statut et qu'on puisse leur dire, que nos médecins puissent leur dire il y a tel patient à suivre à domicile, il faut faire tel soin, voyez le médecin traitant, voyez les personnels soignants sur place et travaillez avec eux. Partie intégrante du parcours de soins de manière effectivement sûr. Protocolisée. Un dernier mot, mais effectivement, parce que parmi les solutions qu'on va évoquer, la solution législative en tout cas, et qui est cette proposition de loi et mérite d'être mise sur la table, c'est quoi, de votre point de vue, d'une certaine manière, l'apport finalement des prestataires de santé à domicile dans l'enjeu, dans le contexte que vous avez rappelé, que nous avons rappelé en introduction, de l'apport finalement des prestataires de santé à domicile dans le parcours de soins aujourd'hui, dans le système de santé? Je dois dire d'abord que quand la proposition de loi a été déposée, j'ai reçu énormément de critiques et énormément de... C'est bon signe, député, c'est pas faux. Énormément de critiques de gens qui étaient inquiets et qui voulaient savoir comment ça se passait. Je dois même vous raconter une petite anecdote. Je ne vous dirai pas où j'habite à Vaucluse, mais mon pharmacien m'a mis à la porte de sa pharmacie en me disant ce que tu fais là, c'est scandaleux, etc. Il ne faut pas le faire. On ne va pas rouvrir le débat sur les pharmacies, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Ça n'a pas vraiment fonctionné, je ne vous cache pas. Je n'ouvre pas le débat sur la pharmacie. J'ouvre simplement le débat sur le fait qu'il doit y avoir des complémentarités entre les différents types de soins qui peuvent se mettre en place et à l'hôpital, et en clinique, et en milieu du domiciliaire. C'est important. Et tout à l'heure, le président de France Asso Santé parlait de territorialisation. Il est nécessaire que sur les territoires, l'EPSAD, comme le reste, soit reconnu et en complémentarité. C'est une évidence. Sinon, on n'avancera pas et ça coûtera d'autant plus cher. Le désordre coûte plus cher que l'ordre. Bien, ça c'est effectivement d'une certaine manière la proposition, la traduction législative des solutions qu'on peut être capable d'apporter pour répondre effectivement à cet enjeu, à cette question qui nous est posée aujourd'hui. L'autre sujet et l'autre question, puisque vous avez tous fait référence depuis le début de cette table ronde, c'est le sujet notamment du financement. Et monsieur le député, alors avant d'être le relais de la proposition de loi de monsieur le sénateur à l'Assemblée nationale, vous avez vous-même été, et vous êtes toujours d'ailleurs auteur d'une proposition de loi qui est relativement ambitieuse, puisqu'il s'agit effectivement d'une proposition de loi de programmation pluriannuelle en matière de santé, qui vise effectivement notamment à favoriser donc cette programmation pluriannuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot finalement, et puis l'évolution finalement de notre système de santé, pourquoi est-ce qu'il vous conduit à cette conclusion et à ce projet de loi, cette proposition de loi? D'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je voudrais saluer chacune et chacun d'entre vous et saluer le travail qui est le vôtre au quotidien, aux côtés de nos concitoyens. Je vais sans doute vous décevoir, mais je vais faire un peu de politique et je vais essayer de vous emmener dans ce message politique. On ne vous en voudra pas. Et finalement, je vais faire mon job de parlementaire parce que, contrairement à ce qu'on pense souvent, les parlementaires ne sont pas totalement décérébrés. Il paraît. Depuis plus de 7 ans qu'à l'Assemblée nationale, je suis de près les questions de santé. Moi qui ne suis pas à la base un professionnel de santé, j'ai été amené à faire quelques constats forts. Le premier des constats, c'est que depuis 30 ans ou presque, on a enfermé la santé des Françaises et des Français dans sa seule dimension budgétaire. Depuis 30 ans, on nous explique que c'est toujours trop et qu'il va falloir imaginer des économies dans à peu près tous les domaines. Je pense qu'avec cette lecture exclusivement budgétaire et comptable du système de santé, on a tué une partie des qualités et de la dynamique de notre système de santé. Deuxième constat que je fais, c'est que parce qu'on est enfermé dans l'annualité budgétaire, parce qu'on a le regard qui ne porte jamais plus loin que le 1er janvier et le 31 décembre, on n'a pas vu un certain nombre de phénomènes arriver, qu'on n'a pas vu ou pas voulu voir, et surtout qu'on n'a pas anticipé. À ce jour, 63% des dépenses de l'assurance maladie sont consacrées à la maladie chronique. Parce que depuis 30 ans, il n'est jamais question de prévention. Mais comment voulez-vous faire de la prévention et de l'éducation à la santé entre le 1er janvier et le 31 décembre? Alors on se contente de temps en temps de quelques campagnes de communication ou de quelques campagnes de vaccination parce que c'est à peu près tout ce que l'administration de l'avenue de Ségur est en capacité à mettre en œuvre entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et le constat que j'en tire et la conclusion que j'en tire, c'est que
Tant que nous serons sous cette contrainte forte, qui est nécessaire, je ne suis pas en train de vous dire que demain, la santé des Françaises et des Français, ce doit être open bar sur le plan budgétaire. Mais tant qu'on n'aura pas le regard qui porte un peu plus loin, tant qu'on n'essaiera pas d'imaginer le système de santé vers lequel on veut emmener les Françaises et les Français dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on sera complètement à côté de la plaque et on continuera à faire ce qu'on a su faire de mieux depuis 30 ans, c'est-à-dire aller coller des pansements sur le système pour essayer de cacher les plaies qui sont béantes et qui sont aujourd'hui de plus en plus béantes. Faisons d'ailleurs attention au fait que nos concitoyens sont très conscients de ce que sont les carences aujourd'hui de notre système de santé, de ce qu'est cette absence de vision politique pour la santé des Françaises et des Français, et de ce qui ne fonctionne plus. Il suffit d'aller dans des territoires, j'imagine dans le Vaucluse, je peux vous parler longuement de la situation de la Sarthe. Et donc, la loi de programmation en santé que j'ai portée, qui n'est sans doute pas la panacée, qui n'est sans doute pas une fin en soi, mais qui visait à essayer d'impliquer les services du ministère de la Santé dans une démarche qui devienne enfin pluriannuelle, nécessite que l'on porte une vision politique pour la santé. Et je crois que peut-être le constat est sévère aujourd'hui, mais que ce qui a fait défaut à notre système de santé depuis au moins 30 ans, c'est cette vision politique pour la santé. Et voyez-vous, on est dans un monde qui est en plein bouleversement. On a vécu au moment de la crise sanitaire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé vivre. On a vécu un confinement mondial. Pendant plusieurs mois, le monde entier s'est trouvé enfermé chez lui. Et pendant plusieurs mois, on a constaté que finalement, une partie des activités pouvait être maintenue. On a constaté que, à la différence de ce qui s'est fait au moment de la révolution industrielle au XIXe siècle, on n'était pas obligé de manière systématique de rassembler tous les salariés d'une même entreprise en un seul et même endroit pour les faire fonctionner ensemble. On a constaté qu'on pouvait dispenser de l'enseignement secondaire, primaire et même supérieur et le faire sans être obligé de rassembler des milliers d'étudiants tous les matins en un seul et même lieu. Et on a constaté, au final, que la dimension domiciliaire était sans doute la dimension qui, demain, devait emporter des enjeux majeurs. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on a un défi environnemental colossal, et que, quand une grande entreprise de services mobilise chaque matin des milliers de salariés pour se rendre à la Défense dans une tour et s'enfermer dans une tour, on a un impact environnemental qui n'est plus à la mesure de ce que notre planète est en capacité à encaisser. Et puis surtout, on a ce que nous n'avions évidemment ni au XIXe ni dans la majeure partie du XXe siècle, des moyens de communication qui permettent d'imaginer les choses autrement. Pourquoi je vous emmène dans ce voyage un peu dans le temps ? Parce que le virage domiciliaire que vous avez entrepris et amorcé, sans doute en précurseur, c'est l'avenir de notre système. Il n'y aura plus dans les années qui viennent de fatalité lorsque l'on est malade à enfermer les patients dans un seul et même lieu, qu'on l'appelle clinique ou qu'on l'appelle hôpital. Il n'y aura pas de fatalité, il n'y a plus de fatalité à enfermer des personnes en perte d'autonomie dans un seul et même établissement. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Comme on cherche des économies à tout crin dans notre système de santé, on a imaginé, un esprit brillant et génial de l'avenue de Ségur, a imaginé que sur le transport sanitaire, on pouvait faire du covoiturage. Voyez-vous, dans ma petite ville de la Sarthe, à 50 km du centre de cancérologie du Mans, on va proposer à des patients, pour leur traitement chimiothérapique, d'être à 3 dans un véhicule, de faire 50 km et de patienter en salle d'attente avant ou après sa séance de chimio, que le véhicule soit de nouveau plein pour rentrer. Je ne peux pas croire que ce soit une amélioration des conditions morales, physiologiques de prise en charge des patients et de nos concitoyens. Je ne peux pas croire qu'on imagine qu'au travers de ce type de dispositif, on a une amélioration. Sauf qu'on a dans ce pays, et Daniel le sait bien, on a 600 000 infirmiers, on a un volant d'infirmiers libéraux qui sont en capacité demain, pour un certain nombre de traitements chimiothérapiques, de les prodiguer à domicile. Et donc cette réflexion-là doit nous guider aussi. Voilà un exemple parmi d'autres de ce que je crois est en train de se dessiner. Demain, la dimension domiciliaire, dans le travail,
dans l'éducation, dans la santé et aussi dans le médico-social, va prendre une place que nous ne soupçonnons pas. Et cette place-là, soit on est en capacité à l'anticiper collectivement, soit elle nous sera imposée par les faits, par des obligations environnementales, par des obligations organisationnelles qui font qu'à un moment donné, nous n'aurons pas le choix. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je ne peux pas être plus long qu'un sénateur, parce que vous savez, les sénateurs ont le temps et les députés ont la montre, et c'est ce qui fait l'une de nos différences. Mais plaisanterie mise à part, j'attire votre attention sur cette réflexion-là. En terminant avec une question, qui se pose cette question aujourd'hui dans notre pays? Qui s'interroge? Qui est en capacité à vous dire ce que doit être l'avenir de notre pays, la réflexion, l'organisation de notre système sanitaire et de notre système médico-social pour les années qui viennent? Je crois qu'on n'échappera pas à ce type de questions et je crois que ce ne sont pas des débats vains que de se les poser dès aujourd'hui, de tenter de les anticiper pour tenter d'apporter des solutions qui soient des solutions durables. Ayons une fois encore le regard un peu moins porté sur le nombril de notre système de santé, ayons la vue qui porte un peu plus loin. Et alors justement, puisque vous parliez à propos de ces prestataires de santé à domicile d'une forme de regard un peu d'activité précurseur en matière de domiciliaire, d'une certaine manière, on a quand même le sentiment, ça fait partie aujourd'hui des revendications de la fédération, que le rôle dans le système de santé aujourd'hui, malgré ce virage domiciliaire en l'occurrence, peine à imprimer. Finalement, pour quelles raisons une proposition de loi qui permettrait effectivement d'avoir une vision sur 2 ans, 3 ans, 5 ans des dépenses de santé, en quoi finalement peut-elle permettre de mieux imprimer le rôle, le job et l'action, la plus-value de ces prestataires de santé à domicile dans le parcours de soins? Parce que si elle est discutée, si elle est concertée, si elle n'est pas élaborée simplement dans le secret d'un cabinet, mais qu'elle fait l'objet d'une très large discussion avec l'ensemble des acteurs de santé, elle peut être porteuse d'une stratégie qui soit globale et collective. Moi, je suis porteur d'un thème, monsieur de la FHF va m'en vouloir, mais j'en prends le risque. Je suis porteur du service public de santé, où on se moque éperdument du statut de l'opérateur pour considérer qu'à un moment donné, qu'il soit libéral, qu'il soit privé à but lucratif ou non lucratif, qu'il soit public, tous sont acteurs du service public de santé. Tous doivent être regardés, traités, considérés à même enseigne et porter une seule et même trajectoire de santé pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous savez, moi je suis venu aux questions de santé parce que j'ai été maire, que comme tous les maires j'ai été confronté aux problèmes de démographie médicale et j'ai été l'un des premiers en France à créer un centre municipal de santé avec des médecins salariés. Moi qui suis un vieux giscardien, j'ai évidemment essuyé les colibets de tous mes amis politiques qui m'ont dit comment toi, un libéral, tu peux imaginer la médecine sous la forme du salariat. Il se trouve que je n'avais trouvé que cette solution-là pour répondre à l'attente de mes concitoyens et que je l'ai mise en œuvre. Mais rapidement, ce que j'ai entendu, c'est que finalement, les Françaises et les Français, les patients que nous sommes tous les uns les autres à un moment donné de notre existence, se moquent pas mal de savoir quel est le statut du professionnel qui les prend en charge. Ils se moquent pas mal de savoir s'il est privé, s'il est libéral, s'il est public. Ils veulent juste aujourd'hui qu'on repense notre système de santé, non pas dans une offre de soins où c'est l'État qui dirait aux Françaises et aux Français « Regardez l'offre que je vous propose et débrouillez-vous pour y entrer », mais depuis la demande en santé des Français qui s'exprime depuis là où ils vivent, avec leurs enfants en bas âge et leurs parents âgés. Et ça, on ne le bâtira qu'à partir du moment où on fait un peu abstraction des chapelles qui me semblent être un peu paralysantes aujourd'hui. Louis Champion, le regard, un commentaire sur ce qui vient d'être évoqué, à la fois sur la traduction législative, peut-être par monsieur le sénateur et cette proposition de loi, et à la fois aussi avec cette proposition de loi sur le volet plus davantage financier. Est-ce que l'une et l'autre de ces propositions, en quoi peuvent-elles effectivement permettre de mieux identifier et de valoriser la plus-value de votre profession et de vos adhérents ? Comme d'habitude, je vais vous répondre en plusieurs points. Je vous en prie. Le premier, je voudrais remercier chacun des orateurs de sa prise de parole et d'avoir véhiculé ses convictions et ses visions. Puisque, en fait, je pense qu'on est à peu près tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, donc il faut absolument que le bateau flotte. Ça, c'est le premier point. Sur la proposition de loi, M. Milon l'a dit très très clairement, c'est incontournable aujourd'hui. Il faut être d'une manière extrêmement claire, avoir une définition de notre contribution au système de santé, c'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Et on vous pose une question. En fait, ce qu'on veut c'est tout simplement, on nous pose la question qui nous est appropriée, sur laquelle on nous attend. Vous voyez, on a 4 millions de patients. J'ai un exemple qui est très très con, hein, très basique, là. Basique, d'accord ? On est début juin. Juillet, août, ça va cartonner. Il va faire 40 degrés dans la Pampa, d'accord ? On voit 4 millions de patients. Ils sont pas frais, nos patients. Hein. Ils ont tous... ils sont pas frais. Eh bien, mine de rien, qui mieux que nous sait comment les réhydrater et les voir ? On les connaît tous, on est à leur domicile. Vous voyez ? Et il ne s'agit pas de prétendre avoir une solution pour tout. Il s'agit d'avoir une solution et un ensemble de solutions efficaces. Si nous avions ce statut, si les ARS nous disent « Les gars, vous en prenez combien ? Ok, j'en ai calé 20%, les 30%, je vais voir comment je vais faire. » La crise Philips, c'est comment ça se passe en réalité ? Quand il y a la crise sur l'électricité, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous appelle en nous disant « Et les patients qui sont sous appareil support de vie, comment on va faire ?» Nous, on leur dit « Nous, on sait comment on fait, on les connaît. » D'accord ? Donc, en fait, c'est des questions très, très simples. Et vous voyez, on mesure immédiatement l'efficience de ça. De même qu'on parle d'efficience. Par exemple, on ne va pas faire d'économie sur l'efficience. 40 000 dialysés en France. Alors la dialyse, moi, j'ai un sujet que j'aime bien, d'accord ? La dialyse, il n'y a que 8% des patients pris en charge à domicile. La dialyse à domicile, c'est pas la dialyse péritonéale, c'est de l'hémodialyse. On va arrêter de parler du monde d'hier, il faut parler du monde d'aujourd'hui. 50% des patients pris en hémodialyse en domicile dans les pays du Nord. Il y a une différence pour les patients. C'est une différence colossale. Pour le système de santé, c'est une différence colossale. Et évidemment, les centres de dialyse, vous avez besoin de gens pour faire ça. 40 000 dialysés, c'est pas beaucoup en réalité sur l'ensemble du territoire. Avoir une structure qui est réticulée, qui couvre l'ensemble du territoire, elle va fonctionner de manière marginale. Elle sait déjà le faire, installer des trucs. Vous voyez, c'est des séries de trucs comme ça qui sont évidents. Et puis, sur la programmation pluriannuelle, c'est évident que tout le monde comprend bien qu'il faut faire des économies. Quand vous faites des baisses de tarifs tous les ans, comment ça se passe concrètement ? Mais il faut être dans le concret, il faut être dans le spécifique. D'accord ? Eh bien, vous dire, cette année, l'an dernier, je leur aurais pris un bon bout, je vais les laisser tranquilles cette année, puis je vais prendre un bon bout à un autre. D'accord ? Résultat des courses, vous êtes opérateur. Le train, il arrive chez vous, hein, le train d'économie, il arrive chez vous l'année. Le plan d'économie qu'on a reçu, on l'a reçu fin janvier pour 2024. C'est impossible de gérer une entreprise dans ces conditions. Vous n'avez pas de budget. Vous êtes incapable de faire un budget. C'est complètement absurde. En plus, vous ne savez pas où la balle va partir. Vous n'avez aucune idée de où la balle va partir. Donc, vous n'êtes en aucun cas dans la situation où vous allez dire, ok, M. Grelier, vous voulez combien d'économies ? On va se le mettre sur 3 ans. Moi, je vous propose tant de gains d'efficience et je pense que je pourrais faire tant. D'accord ? Voilà, ça, c'est un dialogue intelligent. On va le construire sur 3 ans. Ça, on est capable de le faire. Vous voyez, là, ce que je vous ai dit, c'est quand même bourrin. J'en vois personne sur la Lune. C'est vraiment très simple. D'accord ? Eh bien, c'est simplement pas possible. À la fin de la journée, comment ça se passe en réalité ? Je me tourne vers les parlementaires qui doivent voter le PLFSS ou ainsi de suite. Je me tourne vers eux. Comment ça se passe ? D'accord ? Alors là, le débat, il est simplifié puisque c'est un 49.3. Donc ça se passe mal, ça se passe de manière autoritaire. Mais à la fin de la journée, quand vous regardez le truc, d'accord ? Les baisses de tarifs que vous avez, elles sont complètement dysfonctionnelles et complètement en deçà de ce que ça aurait pu être. L'économie pour le système de santé, elle est complètement en deçà de ce qu'elle aurait pu être. Vous n'êtes jamais sur du structurel, vous êtes toujours sur du conjoncturel. C'est typiquement de la non-politique. C'est typiquement de la non-gestion. Quand vous êtes dans une entreprise, moi j'ai retourné des entreprises, d'accord ? Vous êtes forcément, vous posez la question de comment je vais faire pour gagner là, puis comment je vais faire à 2 ans et à 3 ans et ainsi de suite. Vous êtes forcément sur une prospective. Nos amis les IDEL qui ont leur acte, non mais il faut voir ce que c'est. Moi j'ai des copains et des copines IDEL. Leurs actes sont bloqués. Mais je veux dire, mais c'est quoi cette vie, quoi ? Vous êtes obligé de multiplier les actes. Mais en fait, c'est un système de santé qui compte sur le sacrifice des individus. Mais c'est absurde. C'est complètement absurde. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont possibles à partir du moment où on fait s'exprimer les gens sur des objectifs concrets.
Et là, on est dans l'incapacité de formuler des objectifs. On a parlé de la chimiothérapie. La chimiothérapie à domicile en France, 2%, en Allemagne, 50%. Ça évoque rien à personne, ça? C'est pas se jeter par la fenêtre tellement c'est con? Ouais. Donc, enfin, il y a un moment, il faut... Alors, on se dit, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a des hommes politiques? Est-ce qu'ils ont la voix au chapitre? Qui parle là-dedans? En fait, en réalité, il ne se passe rien. La seule chose qui se passe, c'est, à la fin de l'année, enfin, au début de l'année suivante, hein, crac, crac, je vous en prends un bout. Je vous l'ai fait simple. C'était effectivement assez pragmatique, pour reprendre un mot de la table ronde précédente. Alors, effectivement, de ce que vous avez évoqué, dans cette recherche effectivement de solutions et de réponses aux enjeux de notre système de santé à travers les prestations des prestataires de santé à domicile, il y a aussi effectivement un sujet qui est lié aux pratiques et au changement des pratiques ou aux collaborations. Et Daniel Guilherme, je crois qu'effectivement, avec la Fédération nationale des infirmiers et la FEDEPSAD, effectivement, il y a des passerelles qui sont en train de se créer, notamment avec ce sujet de cette convention cadre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que là aussi, dans la reconnaissance effectivement des prestataires de santé à domicile dans le maillon, dans l'ensemble de la chaîne du système de soins, cette collaboration à travers cette convention cadre, elle peut effectivement être un élément de réponse à notre question. Je crois qu'elle s'inscrit dans un véritable partenariat, en fait. Les prestataires à domicile aujourd'hui, pour les IDEL, sont des partenaires. Elles sont des partenaires, pourquoi? Parce qu'effectivement, les durées moyennes de séjour ont drôlement raccourci depuis quelques années. Je passe la RAC, la chirurgie ambulatoire, et puis les contraintes budgétaires aussi, parce qu'on s'est rendu compte que de garder des patients à l'hôpital, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc aujourd'hui, on a des prises en charge à domicile qui se technicisent fortement. On a parlé de dialyse tout à l'heure. On parle aujourd'hui, on manipule des pompes sur des chimiothérapies, sur de l'analgésie, etc. Donc on a vraiment des prises en charge à domicile qui sont aujourd'hui techniquement du niveau de services hospitaliers, en tout cas standard, sans problème. Donc on a besoin pour ça, nous, d'avoir des effecteurs qui soient capables de nous porter le matériel. Et c'est absolument pas péjoratif, hein. Les prestataires ne sont pas que des porteurs de matériel, mais aussi des formateurs. On a besoin de formations assez matériel technique, et en cela, les prestataires ont un rôle énorme à jouer. Donc on a, nous, en tout cas, besoin des prestataires. On sait pertinemment aujourd'hui que la réponse ne sera pas unique. C'est-à-dire que l'HAD ne fera pas tout. Les prestataires ne feront pas tout, les IDEL ne feront pas tout. Donc c'est nécessité en fait de collaborer les uns avec les autres, mais sans oublier l'acteur principal en tout cas du système et à qui on s'adresse, c'est le patient. C'est le patient, et aujourd'hui toutes les enquêtes mettent en relief le patient, ce qu'il veut, lui, c'est le plus tard possible et le plus longtemps possible à son domicile. Donc on a, de mon point de vue, pas trop de questions à se poser sur les objectifs qu'on a à poursuivre. Reste toujours la problématique effectivement des moyens. Et je rejoins ce qui a été dit, ce que le sénateur Millon a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement les sénateurs n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre au sein de l'ONDAM. Maintenant, moi je vais faire un peu de provocation. De l'argent, il y en a. Je vais vous donner juste un exemple. Observance thérapeutique. La mauvaise observance thérapeutique, en coût direct et indirect, en gaspillage par an, c'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Donc, qu'on nous dit... Faut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Maintenant, il faut explorer les gisements d'économie. Il faut en fait faire des mesures, ce qu'on appelle des mesures d'impact. Les mesures d'impact sont totalement inexistantes dans le pilotage du système de santé tout à l'heure. Et je voudrais répondre en fait à Jean-Pierre Thierry par rapport au benchmarking qui est effectué sur les pays d'Europe du Nord. Et je pense que vous faisiez référence à une expérimentation qui s'appelle l'expérimentation équilibre. Très clairement, si on la généralise, notre enveloppe, nous, qui est à 10,3 milliards, il faudra la passer à 30 milliards. Donc, il n'y a pas de solution, unique. Alors, je pense que la capitation, c'est bien.
pour certains types de prise en charge. Je pense que l'acte, c'est mieux pour certains types de prise en charge. Je pense que le forfait, c'est bien aussi pour certains types de prise en charge. Et ça a d'ailleurs été mis en relief par le rapport qu'avait produit Jean-Marc Aubert sur la réforme du financement de la sécurité sociale il y a quelques années. Il n'y aura pas de grand soir et il n'y a pas de solution magique. Donc il faut articuler ce qu'on a à disposition, placer les bons acteurs aux bons endroits. Les prestataires occupent aujourd'hui une niche qui... c'est pas qu'une niche, mais en tout cas un périmètre de prise en charge en collaboration avec le secteur libéral qu'il faut effectivement valoriser. Et avec des travaux également dans ce cadre de cette convention, dans le cadre de cette convention cadre, des travaux qui sont en cours pour aller plus loin. Quel est l'objectif poursuivi à travers ça? L'objectif est de fluidifier les prises en charge. Aujourd'hui, on a un gros problème d'accès aux soins. Je ne vais pas rebalayer en tout cas le paysage, mais je pense que la collaboration du secteur libéral infirmier, 135 000 infirmières, on a une croissance démographique qui entre 2021 et 2022 s'établit à peu près à 42%. Donc une dynamique démographique vraiment importante. Il n'y a pas de désert infirmier, en tout cas en France. Le secteur libéral, c'est 854 millions d'actes par an. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez dynamique. Je vous parlais de notre enveloppe, c'est 10,3 milliards. Il faut effectivement qu'on s'appuie en fait sur les atouts des uns et des autres pour amener des synergies qui fluidifient les prises en charge. Et je pense que la collaboration et l'accord cadre, en tout cas, qu'on est en train de travailler, seront des éléments qui sont de nature à potentialiser cette fluidification. Jean-Pierre Thierry, parmi les propositions de France Asso Santé, et toujours dans cette logique de solutions et de recherche solutionnelle, notamment sur le sujet des pratiques telles que venait de l'évoquer à l'instant Daniel Guillaume, je sais que France Asso Santé développe et défend beaucoup effectivement le sujet de la rémunération à la qualité et à la performance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et surtout expliquer à notre audience finalement dans quel cadre, finalement, les prestataires de santé à domicile, finalement, peuvent être valorisés dans la chaîne, dans l'ensemble de ce système de soins, à travers cette pratique ou l'évolution de cette pratique? Oui, d'ailleurs, la Hollande est un des grands utilisateurs d'indicateurs de résultats patients. Moi, passer de 10 à 30 milliards, ça ne me choque pas du tout parce que c'est à peu près dans la presse internationale comme ça qu'on qualifie le retard de la France, notamment par rapport à la Hollande et aux pays du Nord. Donc, ils sont à 3-5%, nous on est à 5% et ça ne bouge pas. Donc, on est d'accord. Et puis, je vais revenir ici sur les inégalités territoriales depuis au moins 30 ans sur le développement des alternatives à l'hospitalisation qui ont perduré alors qu'a priori, on a des outils de planification à la main de la tutelle. Donc il y a plein de choses choquantes. Là, on a rhabillé pour l'hiver le système français qui allie une centralisation et une logique budgétaire de court terme avec une gestion par enveloppe. Alors, Monsieur Champion, votre plaidoyer, je l'ai entendu. Le problème, c'est que des plaidoyers de ce genre, j'en entends tout le temps. Parce que les Français veulent bien travailler, les professionnels veulent bien travailler, mais ils déclinent à l'envi, en parlant du patient d'ailleurs, qu'ils le mettent au centre, chacun dans leur silo. Donc ils sont très convaincants. Le problème, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette logique d'enveloppe. Alors pour répondre à votre question, d'abord, on n'a pas de preuves, on a plutôt des preuves qui montrent qu'on n'a pas intérêt à augmenter au niveau macroéconomique les dépenses de santé, parce que si on passe au-dessus de 12%, on va vers 17%, nos indicateurs diminuent. Donc ce qui va faire gagner des gains en matière de santé. Au passage, la prévention, ce n'est pas une affaire médicale et de système de santé à 90%, donc ça ne se passera pas dans le système de santé, mais ça, c'est un autre sujet. Ça peut jouer un peu dans la santé, mais c'est marginal par rapport aux priorités qu'on devrait mettre en œuvre. Donc ce qui va jouer, c'est l'organisation. Et dans l'organisation, l'OCDE dit on a 20% de gâchis. Donc nous, on dit pourquoi on a les coûts de gestion après les États-Unis les plus élevés dans le monde du système de santé. Si on avait des payeurs uniques ou trop bien articulés, je dirais la Hollande, ils en ont 11 en concurrence. Ils dépensent moins que nous déjà en frais de gestion. Si on était au niveau de la Suède, on dégagerait 4 à 5 milliards par an. Bon. Donc c'est une décision qui n'a pas été prise, qui a été à un moment envisagée. Et l'autre aspect, sur l'organisation, c'est
qui va défragmenter. Donc je veux terminer là-dessus. Donc nous, pour défragmenter, alors tout à fait d'accord pour qu'on ait des plans pluriannuels. D'ailleurs, ça n'a pas été souligné seulement dans la santé, mais d'une façon générale, les Français pilotent à vue sans plan pluriannuel. Ils attendent la cotation, etc., de la note pour savoir combien on va payer de frais d'intérêt. Bon, juste là-dessus. Et sur l'EPSAD. Voilà. Alors sur l'EPSAD, c'est l'important, je pense qu'il va éventuellement, là où le patient sera gagnant, c'est s'il y a des chefs d'orchestre, on appelle des coordinateurs, on a parlé de la fluidité, c'est-à-dire qui au niveau du terrain va commencer à organiser pour le patient, mais pas seulement, pour défragmenter cette offre. Et donc la piste, si jamais on a du pluriannuel, c'est de sortir du paiement à l'acte progressivement, en garder, ça c'est sûr, mais c'est un mouvement qui a été amorcé dans le monde entier, y compris sur l'ancien champion avec la France du paiement à l'acte, qui est les États-Unis depuis la réforme d'Obamacare. Donc c'est faire naître des organisations. Je vais terminer là-dessus. Nous, au niveau de France Asso Santé, on a été saisi il n'y a pas longtemps en disant attention, qu'est-ce que vous pensez de la financiarisation ? Et on a fait une réponse en fin de compte assez mesurée. On est complètement contre les dérives de la financiarisation, que ce soit les montages financiers dans les laboratoires de biologie ou des margoulins qui ont fait des coups très rapides sur l'ophtalmo, par exemple. Sur la biologie, c'est plus complexe parce qu'on avait des investisseurs institutionnels de premier plan. Donc on a quand même fait à travers des mécanismes financiers un surendettement et donc on a vu où ça va. Mais on n'est pas contre l'arrivée d'opérateurs industriels à but lucratif, parce qu'on est pragmatique, on a une des plus fortes présences d'opérateurs à but lucratif dans le secteur de l'hospitalisation, entre Ramsay, Elsan, Vivalto et d'autres, ou à but non lucratif. Le problème, c'est qu'avec une régulation efficace, il faut qu'on arrive à organiser l'offre. Et organiser l'offre, ça veut dire défragmenter, et ça veut dire à terme, à 3-5 ans, ça veut dire fongibilité des enveloppes entre le sanitaire et le social. Et si on n'a pas cette fongibilité dans 5 ans, si vous voulez, le pays, il ne sera pas à feu et à sang, mais vous verrez, les tensions vont être tellement énormes, je vais terminer là-dessus, que les petits ne vont pas survivre. Et votre plaidoyer était excellent, mais vous n'étiez pas le plus gros dans la bataille. Louis Champion, rapidement. On n'est jamais que ce qu'on est. Non, vous êtes très bon. Vous êtes très bon. Ce que vous faites est important, donc je n'ai pas de sujet avec ça. Simplement, tout le monde va essayer de militer sur sa paroisse à court terme. On va aller justement dans la paroisse de l'hôpital pour terminer ce tour de table, puisqu'effectivement, dans cette recherche, encore une fois, de solutions pour valoriser davantage la reconnaissance d'EPSAD dans le système de santé, Marc Bourquin, on le sait, on le dit très régulièrement, vous l'avez aussi un peu évoqué, un système hospitalier en tension, en saturation, diront certains. Alors la question, pour reprendre les mots du président, vont être assez simples et assez pragmatiques. Est-ce que vous considérez finalement aujourd'hui, de votre point de vue, que d'une certaine manière, les PSAD sont une solution aujourd'hui pour désengorger l'hôpital? Je ne sais pas si on peut dire que c'est la solution. Enfin, une solution. Moi, je pense que, incontestablement, tout ce qui donne de la lisibilité dans le système doit être favorisé. On a évidemment des tensions. On n'en a pas qu'à l'hôpital. Hein. Vous permettez, c'est pas pour faire un pas de côté, mais j'étais un tout petit peu interpellé tout à l'heure. Le sujet, c'est pas les étiquettes. Hein. Le sujet, c'est le service public. Et le service public, il y a des critères. Les critères, c'est la continuité des soins, c'est l'absence de reste à charge et c'est les urgences. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Voilà. Et quand on regarde les chiffres de manière froide, je suis désolé, les hôpitaux publics sont quand même un peu incontournables dans ces sujets. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls, mais voilà, quand il faut garder la lumière allumée à 2h du matin, y compris pour des publics, SDF, etc., il y a souvent que l'hôpital. Je tiens quand même à le rappeler. Hein. Et c'est pas une question de sectarisme public ou autre. Alors, oui, moi je pense qu'effectivement, on voit bien que Alain Milon l'a évoqué tout à l'heure, on voit bien que cette proposition, elle a suscité des réactions, etc. Moi, je pense que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je pense qu'il faut faire avancer les solutions. Je suis assez d'accord avec le pragmatisme. Il faut faire avancer les solutions qui permettent d'avoir une lisibilité et qui permettent de répondre aux besoins des Français, des patients. Je pense aussi, et là vraiment je veux rebondir sur ce qu'a dit Pierre Thierry, oui, on peut faire un peu de tout, mais quand même, la capitation, c'est une solution qu'il faut travailler.
Hein, je pense que ça nous aidera dans beaucoup de domaines. Enfin, je veux dire, là aussi, on ne peut pas faire du benchmarking avec les autres pays et pas voir l'évolution générale. Je voudrais aussi insister, ça me paraît très important. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure sur le fait que l'hôpital, c'est pas que des murs. Il sort de plus en plus vers l'extérieur. Et il n'y a pas que l'HAD sur lequel nous voulons à la FHF travailler beaucoup plus dans l'avenir, parce qu'on pense vraiment qu'il y a un développement massif, ont un rôle massif important à faire. Il y a des chiffres qui ont été donnés sur par exemple les chimios à domicile. Il y a les chimios orales qui se développent beaucoup et qui vont encore beaucoup se développer. Je veux aussi souligner le rôle dans l'avenir, déjà aujourd'hui, des hôpitaux de proximité. C'est très très peu connu finalement le fait qu'il y a 315 hôpitaux de proximité qui sont labellisés aujourd'hui. Et c'est quoi un hôpital de proximité? On n'y fait plus de maternité, on n'y fait plus de chirurgie, mais pour être hôpital de proximité, il faut avoir, je ne sais pas si ça marche bien le micro, on vous entend très bien. Il faut avoir passé une convention avec les acteurs du territoire, en gros avec les CPTS, mais je pense qu'il y a un intérêt effectivement que ces CPTS, elles intègrent les PSAN. Hein. Ces hôpitaux de proximité, ils commencent à donner corps à un changement de posture, y compris de l'hôpital. C'est-à-dire un acteur qui travaille avec l'ensemble de son tissu de vie, hein. Bien sûr les professionnels de santé, mais aussi les élus locaux, mais aussi les représentants des usagers, le secteur médico-social. Et je crois il y a des initiatives très fortes. Hein. On parlait de prévention tout à l'heure. Il y a des hôpitaux de proximité qui, en lien avec les CPTS, développent. C'est des consultations avancées, c'est des centres de santé, c'est aussi des campagnes de prévention, de vaccination, avec un accompagnement financier aussi des ARS. Donc voilà, je pense que il faut pas voir l'hôpital comme une citadelle qui serait dans ses murs. L'hôpital est en train de bouger beaucoup. Le secteur médico-social aussi. Si vous permettez un mot, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant qui est en train de se déployer, c'est les centres de ressources territoriaux. Il y en aura 500 sur le territoire en 2027, la moitié sont publics. Et c'est des endroits où, par exemple, on va avoir une cabine de télémédecine qui sera installée dans l'établissement, dans l'EHPAD, avec des établissements qui vont développer du service infirmier, du service à domicile, pas pour faire à la place, mais pour faire avec. Et par exemple, puisqu'on a de plus en plus, même si c'est mutualisé entre plusieurs établissements, des infirmières de nuit, pourquoi elles ne pourraient pas intervenir au domicile de personnes polypathologiques la nuit et éviter des hospitalisations? Bien, merci pour l'évocation de ces solutions, en tout cas votre point de vue, j'allais dire, de votre couloir, sur votre rapport et sur la capacité que vous pouvez avoir à travailler ou à évoluer effectivement avec les prestataires de santé à domicile. Avant de conclure, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes, ou même plutôt pour conclure peut-être, je me tourne d'abord, avant de me tourner vers le président, vers à la fois monsieur le sénateur et monsieur le député, puisque on a quand même eu là, avec le sujet de l'hôpital, avec le sujet de la convention cadre qu'on a avec les infirmiers libéraux, avec effectivement un certain nombre de propositions de la part de France Asso Santé, quelques idées supplémentaires peut-être pour enrichir vos propositions de loi respectives. Alors j'ai envie de commencer, peut-être aller par monsieur le sénateur, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous auriez peut-être envie de retenir et de rajouter, j'allais dire, en article 2, c'est parler de l'article 1 tout à l'heure, pour répondre effectivement à notre question du jour, qui est effectivement comment est-ce qu'on arrive à clarifier et à reconnaître davantage le rôle des prestataires de santé à domicile dans le système de soins à travers ce qui a été évoqué. Ouais, et le tout en, bien évidemment, moins d'une minute. Ah oui, oula. Non, vous avez 2 minutes au Sénat. Alors, juste une chose. Ça fait maintenant 20 ans que je suis sénateur. J'ai fait HPST, j'ai fait les lois de Marisol Touraine, j'ai fait les lois de Buzyn, les lois de Véran, etc. J'en étais le rapporteur. Ce que l'on peut constater, c'est que lorsqu'il y avait un constat, on disait ça va mal là, ça va mal là, les hôpitaux. Qu'est-ce qui a été créé? D'abord les communautés hospitalières de territoire, puis les groupements hospitaliers de territoire. Ça pour permettre aux hôpitaux d'essayer de s'en sortir un peu mieux au point de vue financier et au point de vue du personnel.
Mais on a créé les groupements hospitaliers de territoire en laissant les hôpitaux entre eux. Quand on a constaté qu'il y avait des problèmes pour les professionnels de santé, en particulier les médecins, on a créé les CPTS. Et on a dit les CPTS, c'est les médecins entre eux. En fait, ce pays, lorsqu'il dit décentraliser, en fait, il ne décentralise pas, il déconcentre. Il déconcentre ses services sans les décentraliser. Ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que lorsqu'on crée les GHT, on puisse, dans les GHT, mêler l'ensemble des professionnels qui exercent ou en libéral ou en privé dans des établissements. Et quand on parle de CPTS, il faut mélanger l'ensemble des professionnels, tous les professionnels, y compris les PSAD, pour organiser le travail sur un territoire. C'est ça, la territorialisation. Et tout le temps qu'on n'aura pas compris, les parlementaires le comprennent plus ou moins vite, mais on commence à le comprendre. Le problème des députés, c'est qu'ils sont renouvelés trop souvent, trop fréquemment, et qu'il y a parfois quelques-uns qui ne comprennent pas grand-chose. Je ne parle pas de toi, là. Tu sais très bien qu'on a travaillé ensemble. Non, mais monsieur le député l'avait mentionné effectivement tout à l'heure. Ouais, ses collègues. Et il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas grand-chose. Et en fait, il faudrait décentraliser véritablement, y compris au niveau des ARS, dans les GHT, dans les départements. Et peut-être que l'unité la meilleure pour travailler, c'est encore le département dans cette affaire. Ça, je suis assez d'accord aussi. Monsieur le député. Je voudrais saluer une nouvelle fois la sagesse du sénateur Milon dans ce qu'il dit, parce que je partage son analyse sur l'idée de décentraliser. Je pense qu'il faut en plus décloisonner. Il faut décloisonner. Arrêtons, vous l'avez très bien souligné, docteur, tout à l'heure, il faut décloisonner l'ensemble de notre système de santé, peut-être commencer par décloisonner notre regard sur le système de santé. Quand j'ai parlé de service public de santé, je ne parlais pas de savoir qui allume la lumière le premier ou qui l'éteint le dernier. Je disais simplement, ayons pour chacun des acteurs de santé la même considération, le même regard, le même traitement de la part de la puissance publique. Et c'est très différent de qui fait quoi, comment et comment s'organise-t-il pour le faire. Et donc, ayons cette lecture décloisonnée, inspirons-nous sans doute davantage de ce qui se fait ailleurs. On sait qu'on a quelques particularités françaises et que tout n'est pas facilement ni aisément transposable au modèle français. Mais malgré tout, allons chercher ce qui fonctionne le mieux et surtout, ne nous interdisons plus de réfléchir et de penser autrement notre système de santé. La pire des choses qui pourrait nous arriver dans les années qui viennent, ce serait juste de reproduire ce qu'on fait depuis 30 ans. Bien, merci beaucoup pour ces sages paroles et ce regard. Je vous propose, avant de proposer à Monsieur le Président le mot de conclusion, peut-être un petit exercice, notamment pour Marc Bourquin, Daniel Guilherme et Jean-Pierre Thierry, un peu à la lumière, j'allais dire, à l'image de ce que vont évoquer à l'instant nos parlementaires, en guise de mot de conclusion. Si je vous donne 30 secondes, ce qui n'est pas simple, une mesure pour nous évoquer finalement une mesure qui permettrait peut-être de favoriser davantage la reconnaissance de ces prestataires de santé à domicile, puisque maintenant qu'on a écrit avec monsieur le député et le sénateur l'article 2, il faudrait peut-être écrire l'article 3 en l'occurrence, et vous pouvez peut-être effectivement les aider à les nourrir. Daniel Guilherme, on commence peut-être avec vous. 30 secondes, top chrono, la mesure simple et pragmatique, pour reprendre les mots du président, qui permettrait finalement de mieux reconnaître, mieux favoriser la reconnaissance des PSAD dans le système. On a tous besoin de reconnaissance. Alors les Louis Champion a plein d'idées pour vous aussi, je vous rassure. Les PSAD autant que les autres. Moi, je pense qu'il faut éviter de manière macroscopique ce que j'appelle moi les totémisations. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en fait des totems qui sont brandis pour régler le problème. Donc, si on se départit en fait de cette totémisation dans tous les secteurs qui font partie du système de santé, on arrivera à régler pas mal de problèmes. Et je pense qu'effectivement, tout le monde trouvera sa place, y compris les prestataires de santé à domicile. Marc Bourquin. Bah, écoutez, je crois que Alain Milon l'a dit. Je pense que ça serait logique en termes de lisibilité qu'il puisse. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit obligatoire ? J'en sais rien, parce qu'au fond, il faut que les acteurs adhèrent, mais qu'ils puissent participer à la CPTS, ça me paraît une bonne chose. En tout cas, il faut ouvrir la discussion. C'est difficile pour moi, représentant de la FHF, dire les CPTS doivent. C'est pas du tout notre logique. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, ce qui permet de la lisibilité sur le territoire doit être favorisé. Et je dis, les CPTS
nous voulons travailler avec eux. Bien sûr. Jean-Pierre Thierry. Alors, moi, je suis rassuré par les politiques qui sont là, mais je dirais qu'il faudrait que le gouvernement et les autres politiques aient bien conscience que le modèle dans lequel on est totalement obsolète et que si on ne le réforme pas vite, les conséquences sociales et politiques seront vraiment à la fois dangereuses pour les patients, dangereuses pour tout le monde et socialement difficiles à gérer. Bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, on a essayé de vous amener quelques idées, quelques solutions. Lesquelles retenez-vous? Le mot de la fin. D'abord, je vais toutes les retenir, puisque ce ne sont que des idées de grande qualité. Donc, je remercie chacun d'entre vous, très sincèrement. C'était vraiment tout à fait passionnant. Je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Je pense que quand on représente 4 millions de patients, et c'est pas rien, c'est pas rien. Le problème d'EPSAD, c'est que l'EPSAD existe. Alors, c'est au-delà d'une dépense, c'est quand même 4 millions de patients. Et le déficit de statut, c'est commettre la femme cachée du système de santé. C'est-à-dire que ça marche, mais on n'a pas... Et ça, c'est quand même inadmissible. Et du point de vue des pouvoirs publics, c'est une honte. Je suis extrêmement clair là-dessus. C'est inadmissible. L'autre point que je veux faire valoir, c'est que nous sommes des acteurs de la santé de proximité, nous sommes des acteurs de la ville, et nous connaissons les patients. Quand il y a des problèmes, on est là. Quand il y a eu la crise Covid, le nombre de patients pris en charge dans notre activité de perf a grandi de 40%. C'est pas rien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand il y a eu la crise Philips, on a été là. Quand il y a eu la crise sur l'électricité et les patients sous O2, on a été là. Et le système de santé, dans ces cas-là, est bien content de nous trouver et sait nous trouver. Donc il y a un moment, il faut quand même renvoyer à l'ascenseur. Ce que font les PSAD, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus qu'un travail logisticien. Je veux dire, l'apnée du sommeil ne serait pas possible. En France, le pays où l'apnée de la politique de santé publique est la plus performante au monde, c'est la France, sans les PSAD. D'accord ? La plus grande opération de télésuivi au monde, elle est faite par les prestataires de santé à domicile. Moi, ce qui me frappe dans ce pays, c'est l'incapacité à apprendre de ses succès. Cette espèce de pessimisme et de dépression permanente qui fait qu'on est dans une inhibition et l'inhibition d'apprendre. En fait, il y a beaucoup de solutions qui sont à portée de main et essayons de les saisir. Donc, toutes vos propositions sont extrêmement bienvenues. Et merci à tous. Merci beaucoup. Nous étions avec Daniel Guilherme, Jean-Pierre Thierry, Marc Bourquin, Alain Milon, Louis Champion et Jean-Carl Grelier.